Bonsoir à tous et bienvenue dans Buffet froid. Encore une nouvelle voix, Léo. À chaque semaine, on fait le coup maintenant, on dit qu'est-ce que c'est que cette voix étrangère. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette voix étrangère? Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle Sophie, je suis ravie d'être avec vous, Fred et Léo. Vous m'avez gentiment invitée dans votre émission, je suis très contente et j'attends de voir de quoi vous allez me parler. Mais on est très content aussi, mais avant de se mettre à parler du sujet du jour, on va te laisser te présenter en quelques mots au-delà de ton prénom. Ok, donc au-delà de mon prénom, je suis donc une collègue de travail de Fred et Léo, puisque on travaille ensemble depuis quelques années, et puis j'aime beaucoup tout ce qui a attrait à l'étrange, moi aussi. Alors je connais pas tous les sujets, mais j'avoue que j'ai été bercée depuis petite par tout le monde du fantastique, la magie, j'adore ça, et j'adore les fées. Et voilà, donc quand vous m'avez proposé de participer à cette émission, j'ai accepté très volontiers, parce que c'est un sujet, ce sont des sujets en tout cas qui m'évoquent plein de choses positives, que j'aime beaucoup, qui me passionnent. Alors Sophie, maintenant que tu t'es présentée, est-ce que toi tu dis que tu as un intérêt pour l'étrange, pour le fantastique, est-ce qu'il te serait arrivé dans ta vie un épisode que tu pourrais nous confier et où tu aurais perçu des choses qui sortiraient de l'ordinaire? Alors oui, il m'est arrivé quelque chose, alors pas à moi directement, mais quand même ça concerne ma famille. Donc ma grand-mère est décédée et mon père était présent ce jour-là, donc c'est arrivé en sa présence. Donc il a appelé le médecin généraliste, le protocole, et le médecin, dans ces cas-là, déclare l'heure de décès. Donc il prononce une heure, et mon père l'a retenu parce que c'était un moment particulier, il ne l'avait jamais vécu et il a annoncé une heure. Alors je vais donner une heure, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais on va dire 16h12. Bon, et puis on se met en marche sur les démarches, l'enterrement, etc. Et on part en Ardèche dans notre maison de famille, puisque c'était là que ma grand-mère vivait à l'époque. Et à l'issue de l'enterrement, on va dans notre maison et on fait un petit pot d'après-midi avec la famille, etc. Et d'un coup, mon père m'appelle et il me dit « Regarde l'horloge ». Et on a une vieille horloge qui ne fonctionne plus depuis des années. Et il me dit « Regarde l'heure ». Et il était 16h12. L'heure du décès. L'heure du décès de ma grand-mère. Voilà. Et c'est vrai que, on ne s'est pas plus posé de questions que ça, mais on a constaté et on s'est dit « Tiens, c'est étrange ». Voilà. Oui, c'est vraiment étonnant. Voilà. Comme si c'était écrit. Quelque chose comme ça. Et Où la pendule s'est arrêtée au même moment où C'est ça. Ta grand-mère était attachée à cette pendule? Oui, c'était une pendule de famille et c'était la maison de famille, dans la maison dans laquelle elle était née. Et après, on est passé à autre chose. Mais c'est une pendule qui était déjà arrêtée avant le décès. Oui. Et c'est ça qui est. Mais personne n'a étonnant. fait attention à l'heure. Mais on s'était jamais posé la question de l'heure. Ça jamais. se trouvait, Mais c'est les bien aiguilles les- ont bougé peut-être. Mais c'est bien l'esprit On de sait ton pas. père, tu En sais tout ça. cas- Il s'est dit il faut vérifier l'heure de la En pendule. tout cas, il est tombé, il a regardé l'heure et je me Il est rappelle tombé qu'il nous par avait le- raconté que le médecin avait donné l'heure du décès. Bon, on avait parlé, on a dit tiens, c'est comme dans les séries quand ils donnent des horaires. Et donc on avait retenu cet horaire-là. Ouais. Voilà. Et il s'est trouvé qu'effectivement il a posé C'est le quand même regard sur cette horloge et que l'heure était exactement la C'est même. quand même une sacrée C'est une coïncidence. coïncidence. Et c'est là que tu te dis, finalement, je pense que chacun de nous a une histoire comme ça, un petit peu étrange, et qui fait qu'on peut se poser des questions. Parce que la semaine dernière, c'était Damien aussi qui nous faisait part D'une anecdote. d'une histoire personnelle troublante. Nous-mêmes, on en a confié dans la deuxième partie de l'épisode 2, Tout à qui fait. était aussi tout à fait étonnante et qui pouvait donner à la chair de poule. Et ce que tu nous dis là, c'est fascinant. C'est fascinant et on se dit, ça ne peut pas être une simple coïncidence, ça veut dire quelque chose. Est-ce que le hasard existe des fois? Oui, c'est ça. En tout cas, on le constate et on se dit tiens, Oui. La coïncidence est troublante. la coïncidence est Et troublante. qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire surtout? Est-ce que ça voudrait dire que peut-être la pendule s'était déjà arrêtée à cette heure-là et que le décès était déjà prévu et que nos vies sont peut-être toutes écrites au final? Alors, tout écrit, je sais pas, mais En tout cas, il y a sur les certains grands- chemins qui peut-être sont les plus grands ou moins événements. tracés, et puis après on les prend ou pas. Et si on va plus loin, est-ce que le libre arbitre existe? C'est Ben, pas- oui, c'est un peu ce que... C'est un peu ce moi, qu'on c'est le disait déjà. sentiment que j'aurais. On peut croire à une forme de destin en se disant,
il y a des chemins qui sont tracés, et le libre arbitre, c'est de dire je m'engage sur ce chemin ou je n'y vais pas. Mais on peut percevoir des signes qui nous pointent en direction de ces chemins. Moi, je me prête à croire que ma grand-mère était peut-être encore avec nous ce jour-là et qu'on a Oui. eu ce signe-là, tout simplement. Aussi. Elle se rappelait à vous Oui, par cette Oui. heure. Ouais, Peut-être. moi j'aime bien cette idée aussi. j'aime cette idée-là. J'aime bien. C'est un beau message. Oui, je trouve que c'est optimiste. Et puis C'est vous gentil, étiez c'est beau. réunis en plus dans la Oui. maison familiale. Oui. Tout le monde Il y a- était là, toute ta famille. Oui. Une grosse partie, Oui, dis-moi oui, les oui, plus proches de ta grand-mère. Moi, je sens beaucoup de chaleur dans cette histoire que tu nous as confiée et pas un climat inquiétant Non, pas du ou tout. Moi je troublant, trouve que mais- c'est de l'amour. presque, Non, oui, tu c'est vois. ça. C'est une belle histoire et Une on belle te histoire. remercie de l'avoir partagée avec nous. Avec grand plaisir. Et maintenant, je propose que nous passions au menu principal. Et je pense que le sujet du jour va t'intéresser parce que il ne s'agit pas réellement d'une fée, mais presque d'une magicienne. On est dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière sur les médiums, sauf qu'aujourd'hui on casse un peu la formule puisqu'on va s'intéresser à une personne en particulier, on va étudier sa carrière tout au long de cet épisode. Il s'agit de Helen Garrett, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur la réincarnation et les vies antérieures, puisque c'était elle qui avait financé les travaux de Ian Stevenson. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette jeune dame? Eh ben, Que on je va. ne connais pas. Et finalement, elle n'est pas très connue. Personnellement, j'ai découvert son existence quand on a commencé à travailler sur le buffet froid. Et au fur et à mesure que je lisais des articles qui la concernaient et que je la voyais revenir régulièrement, je me suis dit, il y a matière à creuser, je pense qu'on peut en dire plus sur elle et ça mérite le détour. Et c'est ce qu'on va voir en commençant à s'intéresser à sa vie. Donc son nom à l'origine c'est Helen Bronner Van Shaw. Encore une fois, je travaille mon accent anglais. Hein, qui est née. Je trouve que tu t'améliores de séance en séance. Vraiment, j'apprécie ce compliment. Merci, ça me fait chaud au cœur. Et donc, cette Hélène, elle est née le 17 mars 1893 à Beaupark, dans le comté de Meath, en Irlande. Elle a perdu ses deux parents qui se sont suicidés peu de temps après sa naissance. Et les 3 enfants de son premier mariage sont morts en bas âge. Son second mari, qui était officier de l'armée, a péri dans une explosion de la Première Guerre mondiale à Ypres, et elle-même souffrait de problèmes respiratoires chroniques. Ça fait beaucoup de malheur déjà. Ça fait une drôle de Cette vie, femme, ouais. pauvrette. Et on n'en est qu'au premier paragraphe. On peut comprendre rapidement, dès ses premières touches sur sa vie, que la mort est très présente. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Léo. C'est donc pas étonnant qu'il y ait un intérêt marqué rapidement pour le sujet chez elle. Dans les années 1920, elle va connaître ses premières rencontres avec la médiumnité et elle va commencer à rentrer en transe et à canaliser des entités désincarnées à l'aide de ce qu'elle appelle ses contrôles spirituels. Elle a participé au mouvement Spirit en plein essor en Europe et aux États-Unis et surtout elle avait une place régulière sur le circuit des séances. Rapidement, les gens vont connaître son nom, vont savoir qui elle est et vont la solliciter dans des cas assez compliqués comme on va le voir par la suite. De son côté, en 1941, elle fonde la maison d'édition Creative Age Press et la Parapsychology Foundation en 1951, toutes deux à New York. C'est par l'intermédiaire de cette fondation justement qu'elle va financer les recherches de Ian Stevenson, dont on parlait un petit peu plus tôt, qui avait mené des expériences, des interviews du moins sur les vies antérieures. Et cette fameuse fondation, elle va en rester présidente jusqu'à sa mort. Ensuite, c'est sa fille, qui s'appelle aussi Hélène, qui va lui succéder, qui elle est décédée en 2013. Et à son décès, c'est la petite fille, Lisette, qui va devenir directrice générale. Une Et affaire qui est- familiale, alors. Une affaire familiale, un véritable héritage. Il y a beaucoup de gens qui ont rejeté ses exploits à Helen Garrett en disant que c'était une forme de canular élaboré ou même un signe de folie. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on aborde la médiumnité. On va avoir des accusations de schizophrénie, d'hallucination, vous De entendez des canular. voix. Oui, de canular aussi, ou de Le charlatanisme. charlatanisme. Et chez Helen Garrett, c'est quand même plus compliqué de prouver du charlatanisme. Pourtant, elle-même, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Tout au long de sa vie, elle va se dire, est-ce que je suis malade? Est-ce que ce sont vraiment des dons? Si ce sont des dons, d'où est-ce qu'ils viennent? Et comment est-ce que je pourrais en savoir plus? Donc elle s'interroge,
et tout en reconnaissant que dans certaines circonstances particulières, elle arrive à obtenir des informations qui ne devraient pas être accessibles au commun des mortels, elle va remettre en question l'existence d'une vie après la mort. Elle a cette particularité d'être à la fois médium et en même temps de ne pas être convaincue qu'il y a une vie après la mort. Et ça, comme on en a déjà parlé notamment la semaine dernière, Fred, ce que vont dire beaucoup les détracteurs de la médiumnité, c'est vous n'êtes pas en contact avec des esprits de personnes décédées, vous utilisez le don de la télépathie pour percevoir la souffrance chez la personne qui se trouve en face de vous. Et c'est par votre don de théâtralité, votre façon d'exacerber les émotions, que vous créez des formes de vision qui peuvent être interprétées comme étant une forme de communication avec les morts. Mais ça n'est pas la réalité. Et bien, Hélène Garrett, c'est une vraie question qu'elle se pose. Et elle va aller chercher l'expertise de professionnels de différents domaines, des parapsychologues, des psychiatres, des scientifiques de tous bords. Elle va se soumettre à leur expertise et à toute une batterie de tests tout au long de sa vie, mais ça, on y reviendra un peu plus tard, plus en détail, parce que son but, c'est de découvrir la vérité, de comprendre ce qui se joue, et elle n'est pas en train d'essayer d'atteindre la gloire, la célébrité. Elle a besoin de donner du sens à ce qui lui arrive, et c'est de cette manière qu'elle choisit de le faire en sollicitant l'aide de scientifiques respectés. Oui, ça peut lui donner beaucoup plus de crédibilité finalement par la suite. Voilà, et de se dire, grâce à leur appui, à ce qu'ils m'ont permis de découvrir sur ce que je fais, sur ce que je suis, je comprends qui je suis, et je peux me sentir légitime à apporter une forme d'aide aux personnes qui viennent me solliciter. C'est presque une démarche scientifique, du coup. C'est une démarche complètement empirique, puisqu'elle va être à la recherche de la vérité à travers les observations sur ce qui se passe quand elle rentre en transe. Donc elle devient un sujet d'étude en fait. Mais c'est complètement ça. Il faut avoir quand même du caractère pour se mettre comme ça en position de questionnement sur son propre don. Je trouve que c'est un caractère très fort du coup de ce qu'est cette femme. Enfin moi j'ai lu tout le dossier. Je vais pas spoiler tout ce qu'on va dire, mais c'est vrai qu'on sent que c'est une femme qui a du caractère et qui se pose énormément de questions, qui se remet toujours en question. Et je trouve ça admirable moi. Ça m'a beaucoup touché. Elle est très courageuse parce que aller comme ça à l'encontre de soi-même en quelque sorte et être prêt à être soumise au regard des autres qui n'attendent qu'une chose, c'est de la prendre en faute. Parce que, encore une fois, il y a tellement de gens qui ont voulu dénoncer la médiumnité, qui ont voulu prouver que c'était une forme d'escroquerie, etc. Et de dire, je sais que ça fait des décennies qu'il y a des gens qui attendent que ça. Je me mets face à eux et je leur dis, allez-y, venez, on va voir ensemble ce qu'il en est. Ça demande un grand courage. Et puis en plus, encore une fois, elle a beaucoup pratiqué dans les années 20, dans les années 40, etc. C'était quand même pas une époque qui était très avant-gardiste en termes de droits des femmes. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, elle était prête à affronter tout ça au nom de la vérité. Et déjà, ça nous donne un peu une couleur, une coloration sur ce personnage d'Hélène Garrett, sur qui elle était. Et c'est un élément, en étudiant sa biographie comme ça, en recherchant des éléments à droite à gauche, et en découvrant tout ça, je me suis senti pris d'un profond respect pour cette personne, et de suite, ça m'a fait éprouver de la sympathie, et ça m'a donné envie d'y croire. Oui, c'est ce que j'allais dire, moi j'ai envie d'y croire en fait à son histoire. Ouais. Nous soyons pas si empressés d'y croire. Attendons de voir s'il y a des choses qui sont vraies ou fausses. Et peut-être qu'il va y avoir des éléments qui vont nous donner envie d'y croire davantage, ou d'autres qui vont nous faire nous questionner encore plus. En tout cas, c'est bien pitché. On essaye. Ben, elle a pitché sa vie elle-même au final. Nous, on n'a fait que retranscrire en allant piocher des informations. Tout le crédit lui appartient. On va aller sur la fin de son histoire maintenant parce qu'elle est effectivement décédée. Donc dans le New York Times du 17 septembre 1970, Hélène G. Garrett, spiritualist, dies. Donc Hélène Garrett, médium spécialisée en transe, chercheuse psychique et auteure, est décédée mardi à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Le 15 septembre, près de l'endroit où elle assistait à une conférence de la Parapsychology Foundation, dont elle était présidente. Elle avait 77 ans et habitait au 50 place Sutton Sud. Je ne sais pas pourquoi on avait besoin de son adresse pour cet article, mais on constate qu'à cette période de sa vie, elle partageait son temps
entre les États-Unis et la France, et en l'occurrence, elle vivait en France. Et il y avait une conférence sur les sujets qui l'intéressaient et qui la touchaient, à savoir celui de la médiumnité. Fred, je pense que tu pourrais prendre le relais pour nous en dire un petit peu plus sur ses capacités, maintenant qu'on a fait un peu un résumé succinct de sa vie, dans ces très très grandes étapes. Tout commence après la Première Guerre mondiale. Helen assistait à une séance de retournement de table. Alors, il ne s'agit pas de mettre la table à l'envers, les pieds en l'air. Soit bien clair. Explique-nous. On a bien dit la dernière fois que le retournement de table, c'était des personnes qui se mettaient autour de la table et qui invoquaient les esprits et essayaient en tout cas de rentrer en contact avec les esprits. Et les esprits faisaient tournoyer, léviter la table en l'air. C'était un phénomène qui était très présent, connu et très reconnu aussi. Qui avait beaucoup de succès et qui était très développé à l'époque chez les médiums. C'est une nouvelle expérience pour elle, le retournement de table, et pendant la séance, elle a semblé s'endormir. Mais elle ne dormait pas. En vérité, elle se trouvait en état de transe. Et elle a commencé à donner des informations sur les proches décédés des autres participants. À son réveil, elle n'était pas consciente de ce qui s'était passé. Et ça, c'était vraiment la première manifestation de son don. Elle ignorait ça complètement. Ça devait être choquant pour les autres participants autour de la table, qui ne devaient pas s'attendre à ce genre d'événement quand même. Et pour elle aussi. Au moment de son réveil, on lui dit, mais là, t'as dit ceci sur un tel, ceci sur l'autre. Elle savait pas qu'elle avait ce don-là, en fait. Pas du tout. Et quand elle s'est réveillée, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Et les autres avaient bien confirmé qu'ils avaient parlé de leurs proches, en fait. Tout à fait. Elle leur a confié des éléments qui étaient avérés. Et comme elle a été encouragée par donc, les personnes qui étaient présentes, elle a demandé l'aide d'un hypnotiseur qui a été capable d'induire l'état de transe, ce qu'elle a appris à faire seule par la suite. Et alors qu'elle était dans cet état, elle a révélé un contrôle spirituel ou un guide spirituel du nom d'Uvani. UVANI, les guides spirituels dont on parlait lors du premier épisode sur les médiums d'ailleurs. Uvani, qui prétendait être d'origine arabe, était le contrôle principal de Gareth, mais avec le temps, un contrôle secondaire nommé Abdul Latif, un médecin persan, s'est présenté et a travaillé avec Aylan dans le diagnostic de transe et la diffusion d'informations médicales. Uvani et Abdul possédaient alors son corps et parlaient à toute autre personne présente. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas trouvé dans son arbre généalogique d'éléments qui laissaient supposer la présence chez ses ancêtres d'origine arabe ou persane. Troublant. Oui, troublant, oui. Nous allons maintenant évoquer quelques-uns des tests les plus importants auxquels Gareth a été soumise pour déterminer si ces esprits guides trouvaient leur source dans un autre pan de réalité ou s'ils étaient des créations de son subconscient. Parce qu'elle était dans une démarche quand même scientifique, il ne faut pas l'oublier. Et dans le premier exemple que tu vas donner, Fred, on vous mettra la référence parce que c'est une revue qu'on peut télécharger, la revue d'époque, qui a été scannée dans des archives officielles et gardée en sécurité, donc qui est toujours accessible. Et qui existe toujours. Qui existe toujours, et c'est une lecture qui est un peu longue, mais qui est passionnante, avec des morceaux d'interviews, des gens qui l'ont testé et d'elle-même, et ça permet de se plonger dans tout ce processus. Donc dans la revue Psychic Science, volume 15, numéro 3 d'octobre 1936, un article retranscrit les données recueillies lors de plusieurs tests scientifiques sur Aylan Gareth. Les échanges rapportés se sont faits entre Gareth elle-même ainsi que le docteur Elmer Lindsay et ont eu lieu le 23 juillet 1936 au Collège des sciences psychiques. Il y avait beaucoup d'établissements à l'époque qui enquêtaient sur les phénomènes psychiques et qui avaient pour objectif de déterminer s'ils étaient vérifiés ou si on avait affaire à des escrocs, ou peut-être ou des fous, ou des gens avec peut-être à minima des troubles psychologiques, une santé mentale un peu précaire qui pouvait justifier qu'il y ait une confusion dans la compréhension d'une situation. Le docteur fait donc mention de plusieurs tests conduits sur Gareth, à commencer par Howard Carrington, psychologue et chercheur en phénomènes psychiques. Une de ses spécialités était de débusquer les escrocs et de révéler la fallacidité de leur prouesse de médium. Ce dernier utilisa les associations d'idées tout en mesurant les réactions de la patiente avec un galvomètre pour évaluer le temps de réaction ainsi que la température, le pouls et la respiration. Cette méthode a été appliquée lorsqu'Aylan était consciente puis dans un état de transe. Les résultats ont ensuite été analysés par un statisticien
Sur la centaine de mots évoqués, 11 ont provoqué des réactions complètement différentes entre Gareth et Uvani. Donc au final, un chiffre qui n'est pas forcément très très élevé, mais quand même un pourcentage à environ 10% de réponses différentes entre Hélène et son contrôle. Et à savoir que tu mentionnais qu'il avait utilisé les associations d'idées, c'est vrai que beaucoup de chercheurs de l'époque étaient aussi versés en psychanalyse. Et donc l'association d'idées, c'était assez courant. Et Sophie, on l'évoquait dans l'épisode dernier, mais que tu n'as pas encore pu écouter puisqu'il n'a pas été diffusé. Pas eu cette chance. Beaucoup de médiums utilisaient aussi l'association d'idées et l'écriture automatique. En 1936, le docteur Cornelius Trager conduisit des expériences purement physiologiques à la fois sur Gareth et sur ses deux esprits guides, Uvani et Abdul Latif. De fortes différences entre les trois personnalités ont été mises en relief, dans le temps nécessaire à la coagulation du sang, dans le taux d'hémoglobine, dans les mesures cardiovasculaires et bien plus encore. Les analyses de sang ont révélé un diagnostic de diabète pour Uvani, mais pas pour les autres. Et ça, tu te dis, c'est complètement hallucinant. C'est impossible. C'est hallucinant. C'est quasiment impossible. Il teste Hélène Gareth, il trouve pas quelque chose qui s'apparente à du diabète. Elle rentre en transe, il y a son contrôle Uvani, il trouve du diabète. C'est du diabète, ouais. Ça s'invente pas. Mais non. C'est vrai qu'on a vraiment tendance à la croire, Fred, quand même. Hein. Là, c'est soit elle est très forte pour contrôler son métabolisme en quelques secondes ou en quelques minutes. Mais oui, c'est assez troublant. Surprenant. C'est très surprenant. Et puis on parlait de méthode empirique, là on est complètement là-dedans, puisque c'est l'observation scientifique avec des outils de mesure précis qu'on ne peut pas tromper, qu'on ne peut pas... Oui, ça va assez loin quand même dans l'investigation. Je ne m'attendais pas à ce qu'à cette époque-là, déjà, on allait aussi loin dans la recherche scientifique, finalement. On pourrait tromper si on avait un contrôle mental de son corps absolu. Ouais. Un corps... Je sais pas si ça existe un tel contrôle quand même. Je sais pas. Surtout à cette époque, on n'avait pas de méthode scientifique qui permettait peut-être de falsifier ou de... Je cherche à être le sceptique, mais c'est compliqué. Il faut avouer que c'est très compliqué d'être sceptique. Même, pour le sceptique du groupe, ce soir, il va pas réussir à être Non, je sceptique. ne crois pas. Je dois avouer que, cher ami, je vais spoiler, mais je crois que je ne vais pas être sceptique ce soir. On ne veut pas vous influencer, chers spectateurs, mais... ça va être dur de ne pas croire ce soir. Hein. Je serai encore plus dans le trouble qu'au dernier dossier. Gareth, Uvani et Abdul Latif avaient des profils physiologiques nettement différents, mais aucun des professionnels ayant procédé au test n'a été en mesure de formuler une hypothèse pour expliquer ce constat. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est très troublant. Ils étaient aussi perdus que nous. Et je pense même peut-être plus parce que nous ne sommes pas scientifiques, donc on n'a pas tout le matériel et toute la formation scientifique derrière, donc je pense qu'ils ont été encore plus troublés que nous. Et puis on a quasiment 100 ans de recul, où on a entendu beaucoup de cas comme ça, etc., où c'est très documenté, donc on peut avoir une réflexion un petit peu différente, alors qu'eux, ils découvraient. Oui, et puis j'imagine, en tant que scientifique, on veut absolument prouver les faits. Et là, on n'a pas d'explication, donc c'est... Ils se retrouvent le bec dans l'eau. Oui. L'année suivante, des tests similaires ont été menés à Londres, mais cette fois, les résultats n'affichèrent pas de différence notable ou marquée. Ouais, ça, c'est important de le préciser aussi. Parce que, voilà, on vous dit que c'est dur d'être sceptique ce soir, mais on veut vous présenter les faits. On ne veut pas vous manipuler. Alors, pas de manipulation, mais là, mon scepticisme revient. C'est vrai, c'est quand même étrange d'une allée à l'autre, il y ait ce genre d'écart entre pas de différence du tout et beaucoup de différence d'un côté. C'est assez troublant, donc... Eh bien, peut-être que l'explication, ça pourrait être que entre la première année où il y a eu les tests et qu'il y a eu ces différences qui ont été affichées et la deuxième année, son contrôle sur ces fameux guides spirituels a augmenté, elle était plus en phase avec eux, ce qui a peut-être effacé la distinction qui existait auparavant. C'est une explication. Ou que sa psychologie a évolué vers une stabilisation de son état mental aussi. Peut-être. Ce sont des hypothèses qu'on peut envisager. Mais je serais tenté par ton explication à toi, pour une fois. Ah merci, ça me fait plaisir. Ça. Pour une fois, je serais tenté de croire à l'incroyable. Parce qu'il ne me croit jamais. Je ne te crois jamais. Je ne le crois jamais.
il est très farfelu comme garçon. Puis, comme vous avez pu constater que j'étais un garçon sensible, moi ça me blesse à chaque fois. Il pleure des fois, il verse sa larme. Je coupe le micro, je pars pleurer dans un coin. Et puis Ils reviennent dans 5 minutes. 5 minutes après, tout est oublié, bien je sûr. reviens, j'essaye de faire bonne figure. Revenons à Highland. En Allons-y. 1932, Garrett avait rencontré la psychiatre Anita Mull au domicile de cette dernière à San Diego. On lui a demandé d'établir un contact télépathique avec le co-expérimentateur de Maui en Islande, le psychiatre Svensson. Excusez-moi, Toujours je- des noms, c'est toujours des noms compliqués pour moi, bien sûr. Le test était conçu comme de la télépathie à longue distance, mais pouvait également être considéré comme impliquant de la clairvoyance ou un voyage hors du corps, comme Garrett en avait spontanément fait l'expérience. Et là, on voit que les conditions de test sont radicalement différentes de ce que tu nous avais expliqué un petit peu plus tôt. On est face à d'autres types de professionnels et on se rend compte de la sincérité de sa démarche de rencontrer le plus de personnes possible pour trouver des réponses. Et ce cas-là, il est encore plus extraordinaire parce que c'était la musgueule ce qu'on a dit jusque-là sur les tests. Mais là, c'est quand même assez dingue. J'ai hâte de découvrir, Ça Fred. va être difficile d'être sceptique. Vas-y, dis-nous tout. Garrett a décrit correctement la pièce dans laquelle Svensson était assis, ainsi que les objets qui étaient posés sur une table là-bas. Elvie Svensson, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec ce nom, avec la tête bandée, lui ne savait pas à l'époque que son confrère avait été blessé à la tête. Svensson a rapporté plus tard qu'il avait senti la présence de Garrett et vérifié l'exactitude de ses descriptions de son bureau et des articles sur la table. Ça veut dire que non seulement donc c'était quand même sur un autre continent, ils n'avaient pas d'image, ils se parlaient juste par téléphone. Elle a perçu le bandage sur la tête et elle a pu reconnaître les objets qui étaient dans le bureau de ce monsieur à des milliers de kilomètres. Et le plus troublant dans tout ça, parce qu'on évoquait la télépathie en préambule et on a aussi parlé un peu plus tôt du fait que parmi les détracteurs, il y en a qui disent ça n'est pas de la communication avec les esprits, c'est de la télépathie. Sauf que la fameuse psychiatre Anita Mull, la fameuse collègue de Svensson, n'était pas au courant que son collègue avait des bandages sur la tête. Donc Hélène Garrett n'aurait pas pu le dire par la pensée auprès de cette personne. Il n'y avait pas de webcam à cette Oui. époque-là et on ne pouvait pas les pirater. Ni le phénomène du mentalisme, ça me fait penser un peu au mentalisme, mais à distance, et là, Oui, on peut complètement. pas savoir. Ouais, c'est vrai que c'est... Non, ce qui est troublant dans ce témoignage-là, c'est la description des objets. Moi, c'est ce qui m'a le plus troublé, c'est vraiment où elle décrit presque tous les objets qui étaient posés sur la table, à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est troublant encore. Qu'il se soit blessé, peut-être qu'elle aurait pu entendre le son de sa voix, peut-être affaiblie, etc. Bon, on peut penser ça. Oui, mais de Mais là, de à là à dire- découvrir, à décrire tous les objets qu'il y avait sur une table à des milliers de kilomètres, c'est soit elle est extra lucide ou extra mentaliste, hein, mais la télépathie, c'est aussi, même si c'est télépathique ce qu'elle fait, c'est quand même une capacité Oui, extraordinaire. c'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, c'est une super capacité quand même. Hein. Parce C'est que sûr, il y a une forme de surnaturel. Oui, de c'est oui, ça. dans la paranormal. télépathie, Ouais, ouais. oui, parce que sinon, si on était tous télépathes, on n'aurait plus besoin de téléphone portable, ça serait pratique. Ça n'est pas prouvé l'existence de la télépathie, même encore aujourd'hui. Oui, finalement, qu'on appelle ça médium ou télépathie, c'est C'est une une capacité extraordinaire. Exactement. Exactement bien. Un mais- super héros. Et là, cette histoire, Fred, d'objets qu'elle a pu décrire, ça te rappelle pas un petit peu le cas de la semaine dernière, Edgar Venti, avec la fameuse médium qui avait pu dire dans le tiroir de la commode, de la chambre, sous la fenêtre. la petite boîte qui ressemble à une boîte d'allumettes. Et là, on retrouve vraiment une capacité semblable, similaire. On se dit... On est dans le détail en Oui. tout cas. Donc, de ce fait-là, on ne peut pas douter de. C'est pas une description générale d'une pièce. On pourrait dire il y a une table, des chaises, etc. Les murs sont blancs. Voilà, les murs sont blancs. C'est du style suédois. Non, là on est vraiment. On n'est pas chez Ikea. Hein, on n'est pas dans la. Non, c'est précis. C'est précis, c'est très précis. C'est C'est trop vraiment. précis. C'est trop précis pour être un canular. À cette époque, en tout cas. À moins qu'ils aient prévu le coup ensemble un peu plus tôt, mais alors si on part de ce postulat, ça voudrait dire que tout le monde est dans la manigance et alors on peut plus croire en rien. Donc C'est- j'imagine que le psychiatre devait être complètement
Estomac. Oui. Eh ben, Anita Mull, c'était une psychiatre qui était assez réputée à l'époque et pour qui on peut attacher beaucoup de crédit. Et quand elle dit que les conditions de test étaient réelles, sans trucage, sans manigance, On peut la on croire. peut la croire parce que sa réputation la précède. Et tout ça ne s'est pas arrêté, parce qu'entre 1934 et 1935, excusez-moi encore pour l'accent, J. Gaither Pratt, un psychologue américain spécialisé dans le domaine de la parapsychologie, s'est arrangé pour que Garrett effectue des lectures médiumniques dans l'état de transe Uvani. Il a ensuite examiné l'exactitude des déclarations d'Uvani en demandant aux participants de noter aveuglément toutes les lectures de l'expérience, celles destinées aux autres participations ainsi que les leurs. L'expérience de Pratt a été la première tentative d'appliquer des méthodes quantitatives à l'évaluation du matériel de transe. Les résultats ont été fortement positifs, soutenant l'utilisation par Uvani de la télépathie et de la clairvoyance pour acquérir des informations. L'étude a été publiée par la Boston Society for Psychic Research. Et là, on retrouve les deux éléments, la télépathie, la clairvoyance. On voit que les deux ne sont pas en opposition, mais que plutôt ça peut être complémentaire et qu'a priori, Elaine Garrett, par l'intermédiaire de ses contrôles, serait aux commandes de ces deux techniques. Elle a le combo. Et c'est pour ça qu'elle est si réputée. Et c'est pour ça qu'elle trouble. Au total, tout au long de sa carrière, Elaine Garrett s'est soumise à plusieurs dizaines d'examens dans les domaines de la psychologie, la psychiatrie, la physiologie, toujours soucieuse de mieux connaître et comprendre l'origine de ses dons. Ces tests présentent des résultats inégaux, parfois peu significatifs, parfois impressionnants, mais ils témoignent surtout de sa sincérité et prouvent qu'elle souhaitait être transparente. Ce qui nous amène vraiment à avoir envie de la croire et de croire en tout ce qui se passe là. Enfin, Quelqu'un moi, qui je suis très troublée, simule, en tout cas. Ouais. ouais, quelqu'un qui simule, qui ment, il va pas de lui-même aller se soumettre à autant d'expériences. Parce que des médiums qui ont fait l'objet d'observations, de tests, etc., il y en a eu beaucoup, mais en général, c'était pas elles qui demandaient à être observées. C'était leurs détracteurs qui disaient « Vous êtes un charlatan, vous êtes un escroc, vous allez nous prouver maintenant que vous dites la vérité. » Elle est allée au-devant, elle a dit « Je veux vérifier que c'est vrai, je veux savoir comment ça marche. » Et c'est ça qui fait qu'on peut donner autant de crédit à toutes ces histoires, à son histoire à elle, et à toutes ses expériences, et à tout ce qu'elle a pu traverser. Mais en plus, elle prend un spectre très large. Elle prend la psychologie, la psychiatrie, la physiologie. Elle ne se contente pas, elle aurait pu se contenter juste d'un éclairage, et elle ouvre vraiment le champ des possibles. Donc, c'est une démarche qui est ultra scientifique, ultra intéressante, et c'est dans ce sens-là que je trouve, moi je trouve le témoignage assez impressionnant, parce qu'elle arrive à se remettre en question, mais presque tout le temps, au fur et à mesure des années de sa vie, elle continue pour vraiment savoir d'où ça vient. Peut-être est-ce que c'est un état psychologique ou est-ce que c'est de la psychiatrie, mais elle s'interroge toujours, et je trouve ça assez impressionnant. Ça doit être à ses côtés, on devient un peu humble, parce que c'est toujours une remise en question. Moi, je trouve ça assez extraordinaire comme caractère. Tu parlais de grande dame un peu plus tôt, et c'est vraiment l'effet que ça fait. Et est-ce qu'avec le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres études qui ont été menées pour dire finalement, on s'est aperçu avec l'évolution scientifique, on le prouve différemment, ou finalement on n'a jamais prouvé que scientifiquement... Alors, la première chose à prendre en considération, c'est que sur la question de la médiumnité en elle-même, ça s'est un peu distendu, l'intérêt qu'on a pu éprouver autour de ces questions-là. Sur notre époque moderne, on s'y intéresse parce que ça revient un peu dans la littérature, dans les séries télé, etc. Donc on ressent un intérêt, mais qui est plus de l'ordre du divertissement. Alors que ce qui ressort beaucoup du phénomène de médiumnité tel qu'il apparaît à partir du 19e siècle, donc on va dire la médiumnité contemporaine, moderne, c'est que c'est apparu à des moments où il y avait des grandes guerres, beaucoup de décès, et alors je ne veux pas trop en dire parce que ce sera au centre un peu de l'épisode de la semaine prochaine aussi, mais quand même il y a cette notion que c'est quelque chose qui permettait à ceux qui font leur deuil de le faire avec plus de facilité, de réussir à l'accepter davantage, parce qu'ils se disent d'accord, la personne pour qui j'avais toute cette affection est décédée, mais peut-être que je peux encore communiquer avec elle, qu'il y a une forme d'existence derrière.
Et c'était aussi une façon d'accepter plus facilement que la vie, ça a une fin. Mais que cette fin, elle est peut-être pas si définitive que ça. Aujourd'hui, on est dans d'autres réflexions, on est dans une époque, une société moderne qui se pose des questions différentes pour des raisons différentes, et cette question de la réalité de la médiumnité, elle est moins au centre des débats parce que c'est moins central dans la société. Aujourd'hui, les gens qui parlent d'Hélène Garrett, ils vont utiliser des exemples très concrets sur lesquels on va venir maintenant d'ailleurs, mais ils ne peuvent pas l'explorer sous le prisme de la science moderne puisqu'elle n'est plus là pour la soumettre à des tests. Par contre, il y a eu des programmes comme le programme Majestic américain qui s'est intéressé quand même à tout ce qui était phénomène de télépathie, médiumnité. Hitler lui-même s'est intéressé à beaucoup d'occultisme. Il a beaucoup cherché. Alors ça va être très loin chez Hitler. Il a même cherché l'Arche d'Alliance, c'est pour vous dire. Donc, Indiana Jones. Alors ça, mais Indiana Jones, c'est vraiment vrai puisque Hitler est allé même aux confins de l'Afrique pour aller chercher des objets qui pensaient avoir du pouvoir. Donc c'est toujours très central toujours très central quand on a du pouvoir. Même Staline et Lénine étaient très enclins à faire des séances de médium. Notre cher François Mitterrand, François Mitterrand avait son médium attitré. Et les agences gouvernementales américaines. Elisabeth Tessier. Alors ça, c'était son astrologue. Mais il avait un vrai médium. Oui, ça peut aussi aller dans Mais dans ça peut ce aller dans sens-là. le même sens. Ça va dans le même sens. C'est un peu des pouvoirs un peu télépathiques. Et puis c'était cette notion de pouvoir utiliser des Comme dons arme. extraordinaires sous forme d'armes pour prendre le contrôle de l'information, pour anticiper sur ce que l'adversaire va mettre en branle et pouvoir apporter une réponse qui serait une réponse anticipée finalement. Donc là on va aborder le crash du dirigeable R101 qui est une histoire bien réelle et qui s'est passée en France pour le coup. Le 5 octobre 1930, à 2h10 du matin, une flamme immense éclaire la nuit beauvaisienne. Le voyage inaugural du R101, dirigeable monstre de près de 220 mètres de long, le plus grand dirigeable jamais construit, se termine dans la tragédie. Il est alors censé incarner la suprématie de l'industrie aéronautique anglaise. Mais il s'achève dans un chaos indescriptible à la lisière du bois d'Alone, au lieu dit Les Coutumes. À peine 8 heures après son départ en grande pompe de Cardington en Angleterre, le symbole de la suprématie transcontinentale de l'industrie aéronautique anglaise et pionnier de la ligne aérienne régulière entre l'Angleterre et les Indes, se transforme en un gigantesque brasier, véritable Titanic Oui, c'est des ce que airs. j'allais dire, c'est le Titanic des airs. Mais J'ai pensé à ça depuis le début. Et ça, c'est de une l'histoire. expression qui a Ouais, été employée incroyable. dans un des journaux Dans de un des l'époque. journaux. Parce qu'on a retrouvé C'est vraiment des... ça, hein. Ouais. En Angleterre en plus. Ouais. Et puis avec cette renommée, ils avaient annoncé Ouais, vraiment en le grande vol, pompe, vous allez hein. voir, on est les meilleurs. Le dirigeable est un peu comme le Titanic. C'était un gros bateau, très gros, Insubmersible. dit insubmersible. et- Insubmersible jusqu'à son naufrage. Jusqu'à son naufrage. Exactement, ouais. Là, Ouais. le dirigeable jusqu'à son Ouais, crash. Et ce qui est malheureux, c'est que sur les 54 passagers et hommes d'équipage, seuls 8 seront sauvés. Ça fait pas beaucoup. Malheureusement, le chargement excessif de l'appareil, couplé à des conditions climatiques mauvaises, complique son déplacement. À 1h50 du matin, alors que le R101 survole Alone, une explosion embrase le ciel au-dessus de Beauvais. Le dirigeable pique du nez et s'écrase au sol dans le bois des Coutumes. L'explosion est immédiate. Les 157 000 m² d'hydrogène s'enflamment. Il faisait clair comme un plein jour, diront quelques heures plus tard les témoins bouleversés. Pourtant, cette nuit du 4 au 5 octobre est épouvantable, balayée par une pluie cinglante et de violentes rafales de vent. Mais lorsque les 150 000 m³ d'hydrogène du dirigeable s'embrassent dans la nuit, c'est par dizaines que les habitants d'Alone et de Beauvais, réveillés par 3 explosions successives, se précipitent vers la carlingue du R101, à moins de 2 km des premières habitations d'Alone. Donc ils ont dû avoir peur quand même. Ils ont dû l'entendre et le voir de très près. Ils ont entendu 3 explosions. Donc C'est ils sortent de 2 chez eux kilomètres. et ils voient le ciel en feu. Embrasé. Puis 2 km ou 3, c'est rien. Et ils entendent quelque chose s'écraser et c'est juste à côté de chez eux. Oui, en y allant en courant, en 10 minutes, ils y étaient peut-être. Et c'est pas un mètre cube d'hydrogène, c'est 150 000 mètres cubes. C'est Non. pas rien. Et le rayonnement du brasier est tel que les soldats du feu ne peuvent entreprendre aucune action avant 5 heures du matin, donc quasiment 3 heures plus tard. L'engin n'est alors plus qu'un amas de métal fumant.
Comme on disait, il n'y a que quelques hommes qui vont en réchapper, 8. En fait, ils sont 8 au départ à en réchapper, mais 2 vont succomber quelques jours plus tard de leurs blessures. Une équipe de sauveteurs pourra entrer dans la carcasse aux alentours de 5h du matin et c'est à 11h que 46 corps sont dégagés. Parmi eux, Christopher Birdwood, Baron Thompson et ministre de l'Air britannique, Sir Shelton Brancker, directeur de l'aéronautique civile, et le major H.C. Irvine, commandant du R-101. Que des huiles. Complètement. L'accident aurait pu être évité si le départ n'avait pas été pressé pour des raisons de pression politique et médiatique. Comme le Titanic. On retrouve vraiment un schéma similaire à quelques années d'intervalle. Les experts ayant pointé du doigt les graves défauts de finition du R-101 qui étaient connus de ses concepteurs avant ce voyage inaugural ont été tout simplement ignorés. Ça nous rappelle aussi le fameux sous-marin, et d'un coup j'ai plus le nom en tête, là il y a 2-3 mois. Ah oui, qui partait en exploration. Ah oui, justement. pour voir le Titanic. Pour voir le Oui. Titanic. Ou pareil, il y avait eu plusieurs spécialistes qui Ouais. avaient dit attention, il y a des défauts de construction, Exactement. si vous plongez à nouveau, vous risquez de ne pas remonter. Et pourtant, l'appât de la célébrité, l'ego, l'orgueil poussent ces gens à dire on doit faire fi du danger, c'est comme ça que l'humanité progresse, patati patata, et ils conduisent d'autres à la tragédie. Ils ont été aussi arrogants que les constructeurs et le capitaine du Titanic, du coup. C'est exactement ça. Et ce fameux crash du dirigeable R501, il a signé la fin de l'aventure britannique dans les dirigeables. Et d'ailleurs, Ça, c'est un peu ouais, compréhensible. c'est une des choses qui explique qu'on n'a plus de dirigeables par la suite. C'était la mode à l'époque, les zeppelins, etc. Et il y a eu quelques accidents assez similaires qui font qu'on s'est dit c'est peut-être pas si sûr que ça, il vaut mieux qu'on parte sur un autre modèle. Oui, c'est le luxe, oui, les gens sont dans le confort, ils ont l'impression de ne pas être dans les airs tout en profitant du paysage, etc. Mais c'est tellement dangereux Pas en que... sécurité, quoi. Non. T'as quand même des milliers de mètres cubes au-dessus de ta tête d'un gaz inflammable. C'est pas très rassurant, je trouve. Non. Et on va voir dans quelles circonstances Hélène Garrett est entrée dans ce cas, comment elle peut y être liée et en quoi son expérience mérite qu'on en parle ce soir. Eh bien, Charles Helen, elle a eu des visions troublantes d'un crash de dirigeable à 3 reprises, en 1926, en 1928 et en septembre 1930, le mois précédant le crash du R-101. Elle avait vu dans le ciel un dirigeable faiblir, plonger et prendre feu. Elle a également révélé qu'elle avait reçu un avertissement d'un communicateur lors d'une séance précédente qui s'était identifié comme étant un aviateur décédé nommé Raymond Hinchliff. Ou Hinchliff, je ne sais pas. On te laisse le dire comme tu sens. Merci. Selon lequel le R-101 était destiné à un désastre. La veuve de Hinchliff, Emily, qui avait assisté à la séance, a tenté d'avertir le chef d'escadron L. Johnston, le navigateur du R-101, qui n'a pas pris son avertissement au sérieux et a voulu la rassurer. Vous inquiétez pas, ma petite dame, tout va bien se passer. En substance, c'est un peu ce qu'il a dû lui dire. en même On temps, sait notre métier. En même temps, j'imagine qu'à l'époque, on entendait une dame Une- avoir peur comme ça. Je suis pas sûre que. Pas sûr prenne qu'on ce genre prenne de le crédit décision. Ouais, oui. Mais à non ce qu'elle seulement disait. il devait pas apporter le crédit, mais on peut savoir ce qu'ils ont dû dire. C'est une Ouais. hystérie. Oui, c'est ça. que- Une C'est une femme. femme, Oui. tout simplement. Non, Non, mais N'accorde le pas terme de d'hystérique, crédit. il était utilisé oui. à tire-larigot à l'époque. Tout à fait. Et Garrett elle-même a tenté de persuader un responsable clé du ministère de l'Air, Sir William Sefton Brancker, d'exhorter les autres à reporter le vol. Cependant, Brancker n'a pas tenu compte de l'avertissement. Lui et Johnston ont tous deux péri dans l'accident. C'est ceux qu'on a cité un peu plus tôt, effectivement. La boucle a été bouclée. Le 7 octobre, 2 jours après l'accident, une séance médiumnique a eu lieu au Laboratoire national de recherche psychique de South Kensington à Londres, qui appartenait et était dirigé par le célèbre enquêteur paranormal Harry Price, que vous connaissez mieux depuis l'épisode 2, bien entendu.
Elle avait été sollicitée par un journaliste australien, Ian Dick Coster, dans le but de contacter l'esprit de Sir Arthur Conan Doyle, figure marquante du mouvement spiritiste, décédé 3 mois plus tôt. Et oui, parce Je que ne c'est savais pas que intéressant. Sir Eh ben, Arthur Conan Doyle exactement. s'intéressait à cette question-là. Et c'est super intéressant en vérité, et on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Il était passionné par le spiritisme, et il a développé autour de ça, dans un premier temps, une amitié avec Harry Houdini, qui lui très était bien. un grand sceptique, Sceptique. Un Ils grand ont- magicien. et qui Oui. était magicien, mais finalement... Mais finalement, Alors, il ne croyait pas à la vraie magie. c'est on pas va ça, dire. c'est qu'on C'est comme l'a... Harry Potter, il ne on- croyait pas à On l'a mémorisé, on le reconnaît Harry Houdini pour sa magie, mais lui, il voulait qu'on se rappelle de lui pour son combat contre les médiums. Mais ça, on va y On va revenir plus en parler détail la semaine dernière. prochaine. Et juste une petite référence assez amusante, c'est qu'en parlant de Arthur Conan Doyle et Harry Houdini, il y a une série télé de 2016 qui s'appelle Les Mystères de Londres, et c'est eux les protagonistes. Et ils enquêtent sur des mystères paranormaux. Alors il y a le sceptique Houdini et le croyant Conan Doyle, et qui confrontent leurs points de vue. Alors, en réalité, ils ne menaient pas des enquêtes comme ça, mais il y a des cas dont ils ont pu discuter ensemble, se confronter, etc. Et moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu viens de nous dire, Fred, c'est que au-delà de la séance qui s'est tenue 2 jours après, non seulement Hélène Garrett, elle a plusieurs visions de ce qui va se passer, mais elle va prévenir des membres de l'équipage. Ça veut dire que c'était pas juste, elle a eu une vision d'un dirigeable. Elle a pu identifier de quel dirigeable il s'agissait, et elle a voulu empêcher que la vision se produise. Mais on ne l'a pas écoutée. Pourquoi on écouterait une femme? Et on est presque dans un sujet de Femme roman. médium, en plus. Une femme médium en plus. C'est vrai, Sophie. En plus, c'est une femme, elle est médium, et c'est pas très à la mode d'être médium à ce moment-là. Du moins, pas chez les pas chez les chez les- femmes, si. chez les femmes. Ah oui, c'est vrai. Il y a une grande majorité de femmes C'est chez vrai, les C'est médiums. souvent les femmes qui sont médiums finalement, ou qui se revendiquent médiums peut-être. C'est une grande majorité. Mais même dans la série, tiens, un médium de son nom, Patricia Arquette. Alors une femme. là, je mettrai une nuance sur ton propos, puisque c'est quelque chose qui se transmet dans la famille, dans la série Medium, et que on rencontre son frère dans certains épisodes qui lui aussi est médium. Ah, je m'en rappelais Ça pas. fait donc 50%. Ça fait parité. que 50%, c'est vrai. Mais je m'en rappelais pas, tu vois. Mais dans la réalité de l'histoire de la médiumnité moderne, la majorité des médiums étaient des femmes. C'est étrange, ça. Non, il y a une explication, mais il faudra attendre Faudra la attendre semaine les prochaine prochains épisode. Et ne brûlons pas les étapes. Ne Alors, faisons pas comme le R101, ne brûlons Ne pas les brûlons pas étapes. le gaz. Price a recruté Helen Garrett car sa réputation disait qu'elle transmettait une grande quantité de détails lorsqu'elle entrait en transe et que ces détails se révélaient souvent confirmables et même confirmés. On va juste faire un petit rappel sur Harry Price, parce que déjà, Sophie qui est avec nous ce soir, elle n'est pas en train d'écouter la deuxième partie de l'épisode 2, contrairement à vous, chers auditeurs qui avez pu Faudra que l'écouter. j'attende demain. Et c'est ça. Tu as hâte, hein? Oui, bien sûr que Et j'ai. Harry Price, c'est presque un personnage de roman à lui tout seul. C'est quelqu'un qui a créé une fondation de recherche sur les phénomènes psychiques, qui était plutôt un sceptique dans l'ensemble, et qui a démasqué un certain nombre de médiums en exposant de faux médiums, en exposant leur escroquerie. Et il a quand même, tout en étant sceptique, on sent qu'il est ouvert à la possibilité qu'il y ait des choses qui soient réelles. Il a mené de vraies enquêtes de terrain, dont une dont on parle dans la deuxième partie de l'épisode 2, que tu découvriras donc demain, mais ça te permet de resituer un peu le personnage. Et donc il a été amené à rencontrer et à travailler avec Hélène Garrett. Et ce que je trouve fascinant depuis qu'on a commencé ces dossiers, c'est que quand on commence à faire des recherches et qu'on tombe sur un premier nom, puis sur un deuxième, on se rend compte que ce monde du psychisme, de la médiumnité, ben, c'était quand même un petit monde, même si tous n'habitaient pas sur le même continent. Ils se rencontrent, ils se croisent, ils travaillent On se ensemble. connaissait tous. Et c'est vraiment fascinant, et ça me rappelle sur un tout autre sujet dans le film Oppenheimer qui retrace la vie du fameux scientifique, où on se rend compte qu'il y avait beaucoup de scientifiques aussi comme Oui, ça, tout à fait. qui correspondaient connaissent ensemble, qui se rencontraient. Oui, Et qui partageaient leurs recherches. Oui. Leur passion, c'est Ouais. ça. Oui, des sortes de niches, la niche des médium. microcosmes. Oui. Et que c'est ces partages aussi qui aident les grands sujets à avancer. évoluer, à Tout à avancer. Tout à fait. Mais je t'en prie, reprends, je t'ai coupé, excuse-moi.
Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de se faire couper pour ce genre de choses. Ah, merci. Avec Gareth, comme c'était à l'habitude, sa personnalité de contrôle Vanny a commencé à parler avec sa voix caractéristique, différente de celle de Gareth. Dès qu'elle rentra en transe, où Vanny a déclaré que quelqu'un nommé Irvin ou Irvin arrivait, sa voix a ensuite été rapidement remplacée par une autre voix qui parlait vite, avec urgence et de manière discontinue, tandis que la sténographe peinait à suivre comme suit. Et je cite, « La majeure partie du dirigeable était entièrement et absolument trop lourde pour la cylindrée de son moteur. Moteur trop lourd. C'est ce qui m'a obligé à 5 reprises à me mettre en sécurité. Ascenseur utile trop petit. La portance brute est mal calculée. Informer le centre de commande. Et cette idée de nouveau ascenseur totalement folle. Ascenseur bloqué. Conduite d'huile bouchée. Ce schéma exorbitant de carbone et d'hydrogène est entièrement et absolument faux. Avec le nouvel hydrogène-carbone, vous ne pourrez obtenir aucune altitude digne de ce nom. Une explosion provoquée par la friction dans un orage électrique. Voler à trop basse altitude et ne pourrez jamais s'élever. L'élévateur jetable n'a pu être utilisé. Charge trop importante pour un vol long. Idem avec SL8, dites-le à Eckener. C'est assez spécifique comme langage. Oui, hein. Très précis. Très précis. Très précis, on dirait presque un professionnel peut-être. C'est pas des informations d'ordre général sur un dirigeable qui pourrait être balancé comme ça. On sent que c'est directement relié au R101 lui-même. Le communicateur a continué de cette manière rapide pour rendre compte de la panne et de la destruction d'un dirigeable du point de vue de son capitaine, ainsi qu'une analyse des causes. Il a énuméré des problèmes tels que des moteurs trop lourds, un alésage moteur insuffisant, une alimentation en carburant insuffisante, un mauvais système de refroidissement et des vis à air trop petites. Il y a plein de thèmes qui sont très techniques. Par exemple, la portance, c'est un terme que je ne connaissais pas. Et dans un premier temps, je me suis demandé si c'était lié à une mauvaise traduction, peut-être, puisqu'il y a certaines des sources qu'on exploite qui sont en anglais. Donc après, quand on ne connaît pas les mots, parce qu'on n'est pas complètement bilingue, on va pour les traduire. Donc portance, je suis allé vérifier, c'est un vrai terme d'aviation. De la même manière, quand elle parle de l'ascenseur bloqué, c'est que l'ascenseur, c'est pas... Moi, je pensais au tout début que c'était un ascenseur pour monter dans les étages. En fait, c'est quand le dirigeable s'élève, l'ascenseur. Et là, le dirigeable, il s'est bloqué à une certaine hauteur. Il ne pouvait pas aller plus haut parce qu'il était trop lourd et qu'il y avait plein de problèmes en fait, techniques dans les moteurs. Donc, on est vraiment sur des vrais termes techniques que seul un professionnel de dirigeable pourrait connaître en fait. Et Aylen, elle pouvait pas, elle s'est jamais son cas, oui. elle était jamais montée dans un dirigeable et encore moins avait construit un moteur de dirigeable. Et puis, elle n'avait pas de raison de connaître le type de carburant qui était spécifique au R101 en plus. Et elle continue, le navire n'avait pas été suffisamment testé, a-t-il déclaré, et personne ne le connaissait suffisamment. Il a ensuite raconté la pénible conclusion du vol, entrecoupée de critiques supplémentaires. La vitesse de croisière est mauvaise et le navire oscille mal. Forte tension sur le tissu qui gratte. Les virures tribord ont commencé. Les moteurs défectueux, trop lourds, ne peuvent pas monter. La pression et la chaleur produisent une explosion. Mauvais temps pour un long vol. Tissu tout gorgé d'eau. Et le navire piqué. Impossible de se relever, impossible de couper. Vous comprendrez que je devais vous le dire. J'ai essayé de me lever pendant 2 heures, mais l'ascenseur était bloqué. J'ai presque gratté les toits d'Achi, gardé au chemin de fer. Dès le début des ennuis, j'ai su que nous n'avions aucune chance. Dans le langage aussi, il y a ce côté un peu assuré, un peu coupé de quelqu'un qui est en train de paniquer. Et sous pression. Oui, c'est ça. Et il voit sa mort arriver. Nous n'avions aucune chance. La messe est dite. Il lutte contre l'impossible tout en étant persuadé que ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect médium, on se demande comment ce dirigeable est pu partir, quoi. Comment on l'a laissé partir finalement, ça paraît fou. C'est ce que disait Léonard. C'est le symbole de puissance, Ouais. l'orgueil,
tout ça, ça a mené au désastre. Les puissants qui n'écoutent pas les petites Oui, c'est mains. ça, parce que c'est vraiment à n'importe quel prix, là. Et qui n'écoute surtout pas une femme qui a des visions et Oui. qui, en plus, de bon cœur, leur dit attention, faites attention, il y a un problème dans l'avion. Oui, c'est ça. Dans son récit, Price note que la médium ne pouvait pas connaître la terminologie utilisée par la communicatrice, car elle n'avait aucun intérêt pour l'aviation ou l'ingénierie. Cette information ne pouvait pas non plus être connue de toute autre personne présente. Ça, c'est pour l'aspect télépathie. Il fut particulièrement intrigué par le détail du dirigeable ayant survolé le village d'Achy. Les autorités françaises confirmèrent lors de l'enquête officielle ultérieure que le R-101 avait été aperçu à une altitude d'environ 300 pieds à poids, 14 miles au nord d'Achy. Cependant, il ne pouvait le trouver sur aucune carte routière du nord de la France, même celle dite complète, seulement sur une carte ferroviaire à grande échelle, comme celle qu'Irvine aurait eue à bord du R-101. Ce détail lui paraissait également trop obscur pour que Garrett l'ait su par n'importe quel moyen normal. Elle aurait pas pu l'inventer. Elle n'est pas allée chercher les gares ferroviaires quand même. En recherchant le mot virure, Price a appris qu'il s'agissait d'un terme naval qui faisait à l'origine référence aux plaques horizontales qui constituent la coque d'un bateau et qui avait été adopté dans la terminologie des dirigeables aussi que cela aurait été familier à Irvine en tant que pilote naval. Et Madame Garrett n'a pas pu non Oui, elle plus pouvait pas savoir inventer, non elle ne plus. pouvait pas Ouais, savoir. De la même manière que Price lui-même a dû aller chercher la définition de ce terme, quelqu'un de profane n'aurait pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Moi-même, quand j'ai entendu ça, je me dis qu'est-ce que c'est que De ça quoi Et puis, parle-t-on, ouais. Après la publication d'un compte rendu de la séance, Will Charlton, un officier d'approvisionnement du R-101 qui connaissait bien le dirigeable et son personnel, entra en contact avec Price et commenta les propos d'Irvine, confirmant pour l'essentiel leur exactitude. Charlton a été particulièrement impressionné par la mention de ce système exorbitant de carbone et d'hydrogène, car les projets visant à expérimenter la combinaison du carbone, du mazout et de l'hydrogène gazeux comme carburant étaient probablement gardés secrets par les concepteurs et l'équipe. Il était particulièrement improbable qu'il ait été découvert par le médium par des moyens normaux. À moins que ce soit une espionne Une industrielle ou un truc comme Mata ça. Hari de l'industrie. Il a également trouvé la mention de SL, remarquable car cela faisait référence à un dirigeable allemand dont Charlton a dû fouiller profondément dans les archives allemandes pour découvrir l'existence, mais qui aurait très probablement été connu d'Irvine. Et en parallèle de ça, sans que Price ne soit au courant, le major Oliver Jess Williams, un responsable du renseignement du ministère de l'Air, tint des séances privées avec Eileen Garrett, ayant entendu ce qu'il prit pour un plaidoyer de la part d'Irvine désincarné. « Pour l'amour de Dieu, laissez-moi vous parler, nous sommes tous des meurtriers sanguinaires. » L'enquête officielle était sur le point de commencer, et on craignait que des témoins fidèles à Thomson et au ministère de l'Air ne tentent de blanchir l'affaire. Au cours de la première séance, Irvine apparut de nouveau et fit un compte-rendu rapide d'une heure des dernières heures du R-100. Tandis que Villiers faisait de son mieux pour prendre des notes à la main, Irvine a déclaré que les 2 premiers plongeons mortels du dirigeable avaient été causés par une déchirure du couvercle, causée par une poutre défaillante, et que la première explosion avait été causée par un retour de flamme du moteur qui s'était enflammé et que l'hydrogène s'était échappé. Au cours de la deuxième séance, un communicateur apparut qui s'identifia comme Brancker, un ami de Villiers, et qui donna des détails sur la dernière tentative futile d'Irvine, avec le major J.H. Scott, directeur du développement des dirigeables, qui était également décédé, et L. Johnston, qui avait apparemment tenu compte de l'avertissement d'Emily Hinchliffe après tout, pour convaincre Thomson de reporter le vol. Scott lui-même est alors apparu et a donné l'emplacement précis de la poutre défectueuse, et une raison similaire à celle donnée par Irvine pour l'explosion. Chacun, lorsqu'il parlait par l'intermédiaire de Garrett, transmettait son ton de voix habituel et ses manières verbales et physiques. Ils ont été reconnus comme tels. Quand Garrett devenait Scott, devenait Irvine, devenait L. Johnston, les gens avaient le sentiment de reconnaître le verbe de l'un, la gestuelle de l'autre. Ils n'avaient plus l'impression d'être face à Hélène Garrett en état de transe. C'est incroyable. En fait, ils mènent l'enquête avec les morts en présence, quoi, finalement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut imaginer l'état d'esprit de quelqu'un comme ça qui a l'impression de revoir l'esprit de ses amis décédés
par l'intermédiaire d'une femme médium, le trouble que ça a pu causer chez lui, et d'autant plus qu'au-delà de la forme, d'avoir ce sentiment de reconnaître leur phrasé, leur façon de bouger, il y a aussi dans le fond, il va reconnaître des choses, il va dire c'est crédible les éléments qu'elle apporte, ce sont des éléments vérifiables, factuels, qui reposent sur une connaissance du matériel. Donc il n'y a pas ce sentiment qu'elle elle simule, qu'elle raconte des bobards, ou que même elle aurait pu aller chercher quelques informations au préalable, parce qu'à un moment, il y aurait eu un glissement. Si elle avait fait une étude du dossier, elle se serait trahie à un moment. On aurait perçu que ce qu'elle disait, c'était faux. Or là, c'est pas du tout ce qui ressort. Et au cours de la 3e séance, un communicateur est apparu qui s'est identifié comme étant le commandant d'escadron RBE Colmore, directeur technique du développement des dirigeables, qui était également décédé dans l'écrasement. Colmore a déclaré que l'extrémité en forme de V de la poutre s'était élargie en vol, fendant le couvercle extérieur. Il s'est également référé à ses propres journaux techniques et a précisé dans quel livre se trouverait l'histoire du problème. Scott, de son côté, a fourni plus de détails lors de la 4e séance, disant que la déchirure s'était produite environ 10 minutes avant l'accident, que 2 membres d'équipage avaient été envoyés pour essayer de la réparer, et que tous les membres d'équipage qui étaient en service en avaient été informés, y compris ceux qui avaient survécu. Ce qui était une possibilité de vérifier si ce qu'elle disait était vrai. Parce que si ce que disait Scott par l'intermédiaire d'Hélène Garrett était vrai ou pas. Au cours d'une séance ultérieure, Colmore revint dans un grand état d'agitation, disant qu'il avait appris que ses journaux intimes n'étaient pas dans son bureau où ils auraient dû être. Il a noté que les journaux intimes écrits par le premier officier, le lieutenant-commandant N.G. Utterson, qui avait également été tué, pourraient fournir des preuves nécessaires. À ce moment-là, Villiers avait décidé de contacter le responsable de l'enquête pour tenter de s'assurer qu'aucune preuve ne serait dissimulée, puisque c'est ça qui est mis en relief. Il y avait cette crainte de Villiers que, en haut lieu, on essaye d'étouffer l'affaire, et donc cette histoire de mon journal intime a été déplacé, il n'est pas à l'endroit où il devrait être, ça sous-entend peut-être que quelqu'un a essayé de le prendre pour effacer les preuves des inquiétudes qui avaient été mises en exergue avant le vol du dirigeable. Au cours de la 7e séance, Utterstone a communiqué qu'il avait consigné dans un journal secret les inquiétudes de l'équipage au sujet de la navigabilité du dirigeable et qu'il avait laissé ce fameux journal à sa femme. Villiers a présenté un résumé de ses notes, mais le chef d'enquête a déclaré qu'il ne pouvait accepter comme preuve que les documents écrits qu'il mentionnait. L'épouse de Colmore a déclaré que ces journaux intimes devaient être là où le communicateur qui s'est identifié comme son mari avait dit qu'ils devraient être, mais a ensuite confirmé qu'ils avaient effectivement été retirés. La femme d'Utterstone n'a pas voulu confirmer ou infirmer l'existence de son journal intime. Peut-être parce qu'il y avait des choses inavouables dedans. Qui n'avait rien à voir avec l'enquête. Oui, c'est ça. Pour Villiers, cette preuve écrite aurait servi à confirmer à la fois l'inaptitude au vol du R-101 et la survie à la mort, le fait qu'il y ait une existence au-delà de la mort. Il est resté frustré par son absence pour le reste de sa vie. En 1967, la femme d'Utterstone a finalement révélé son journal secret à un documentariste et il a été découvert qu'il décrivait en effet les doutes de l'équipage sur la navigabilité du dirigeable. Pourquoi elle a fait aussi tardivement? Elle avait peut-être arraché des pages entre-temps. Vous allez très loin. Peut-être qu'elle tous voulait les pas deux. compromettre Sa oui, réputation peut-être. ou la réputation de son mari. Oui, la réputation de son mari. On peut tout imaginer, et c'était peut-être pour le protéger à lui. Oui. Mais ça fait moins crédible autant d'années après. Alors, je pense pas que ça enlève de la crédibilité au témoignage en lui-même, parce qu'ils ont dû déterminer certainement que l'écriture était bien celle de son mari. J'espère bien qu'ils ont fait des tests graphologiques. Parce que je suis toujours très dubitatif sur les témoignages qui arrivent des années après, comme ça, on dirait que comme un cheveu sur la soupe. Oh, je suis d'accord, mais là, on est encore une fois sur un document écrit dont on peut vérifier par la graphologie qu'il émane bien de la personne concernée. Je suis d'accord, mais... Oui, c'est pas quelqu'un qui revient sur une déclaration. Oui. Parce qu'un témoignage oral, oui, il arrive des années plus tard, je te dis... On arrive toujours à imiter peut-être l'écriture de quelqu'un.
Harry Price, tout au long de ses écrits, s'efforce de souligner son point de vue sceptique sur les médiums, qu'il considère pour la plupart comme des faussaires flagrants. Cependant, il a été très impressionné par certains médiums, parmi lesquels Highland Garrett, tout en préférant se tenir à l'écart des théories de vie après la mort. Toujours sceptique jusqu'au bout, ce monsieur Price. Il ressort clairement de son compte rendu du R101 qu'il a été très impressionné par le matériel d'Irving, le qualifiant de document très remarquable à bien des égards. Il écrit en outre: le médium, dit-on, n'a jamais possédé aucune espèce de moteur ou de voiture à moteur et ne connaît rien à l'aéronautique ou à l'ingénierie. La construction et la manutention d'un dirigeable est une activité très spécialisée dans laquelle un certain nombre de termes techniques propres à l'industrie sont utilisés. Combien de femmes prises au hasard comprendraient l'utilisation de termes tels que portance utile, portance brute, panneau de commande, ascenseur, appliqué à l'élévation d'un dirigeable, hydrocarbures, portance jetable, vitesse de croisière, tension sur le tissu, virure tribord, altitude de croisière, hélice, injection de carburant, assiette, volume de structure, etc. etc. Alors moi je suis un homme, mais la moitié des trucs... C'est ce que j'allais dire, Alors, homme ou femme. Moi je comprends rien, je suis comme Léo. Il faut être scientifique. Soit il faut être scientifique, mais à cette époque il y avait très peu de femmes dans ce genre de secteur, secteur très spécialisé, donc d'autant plus ça met en exergue les pouvoirs, je vais dire, parce que j'aime bien utiliser ce terme-là, de Madame Garrett. Très peu d'hommes seraient capables de dérouler en succession rapide une telle série de termes avec un certain degré de pertinence. et là on se dit, bon, il rattrape le coup, il n'est pas si sexiste que ça, le garçon. Ça nous rassure sur son caractère, et il a raison, parce que c'est exactement ça. Même chez les hommes, combien aurait pu dire le quart de ces choses-là avec autant de conviction, à cette allure-là, à ce rythme. Oui, de manière assez spontanée, j'ai l'impression aussi, quand elle parle, ça... Oui, puisque la sténographe avait du mal à tout noter. Il rajoute que certains termes utilisés sont pertinents, les déclarations faites sont, dans presque tous les cas, entièrement correctes ou probablement ou raisonnablement correctes. Certaines des déclarations d'Irving ont été confirmées lors de l'enquête officielle. Et quand on dit Irving, on parle bien de Irving qui parle par l'intermédiaire de Garrett. Il conclut: la télépathie, considère-t-on, peut être exclue de l'expérience avec Madame Garrett. Pas un seul membre du petit groupe de personnes ne pensait consciemment à la catastrophe. Aucune personne présente n'avait de connaissances techniques sur les dirigeables ou les moteurs. Le nom d'Irving n'avait pas été mentionné et le désastre n'avait pas été discuté. Ce fut une grande surprise pour les personnes assises lorsque la prétendue entité Irving se manifesta. Et là, il parle de la toute première séance à laquelle ils ont participé ensemble, où ils essayaient de communiquer avec l'esprit de Arthur Conan Doyle. Et où finalement, ils se retrouvent à entendre parler de ce crash d'un dirigeable en France. Kathleen Molly Goldney, investigatrice de la Society for Psychical Research. Excusez-moi, mon accent anglais n'est vraiment, je n'y arriverai jamais. C'est mon accent du Sud qui prend le pas. Mais justement, je suis sûr que nos auditeurs sont ravis. A rédigé un rapport sur les expériences menées avec Garrett en 1937. Goldney a identifié 3 possibilités paranormales. Petit 1, le médium en état de transe avait accès à des souvenirs subconscients. Petit 2, il y avait de la télépathie entre les modèles Harry Price et Ian Koster ou entre le médium et d'autres êtres humains. Petit 3, il y avait une communication, probablement aussi télépathique, par l'intermédiaire d'un esprit qui avait survécu à la mort Goldney. Et elle rajoute, alors je vais le faire en anglais, mais... Allez, je me lance. Grande respiration. It must be admitted that there are strong arguments in favor of the spirit communicator hypothesis and that this theory is by no means ruled out, even if we cannot prove it. Donc elle nous dit en substance que les arguments sont quand même assez importants en faveur de l'hypothèse qu'il y a bien eu communication avec des esprits, et que même si on n'a pas de preuves purement matérielles, on ne peut pas l'exclure. Et on ne peut pas le prouver. Goldney a également demandé le témoignage de l'ancien maréchal en chef de l'air, Lord Dowding,
Doring, qui s'était impliqué dans des affaires relatives au R-101 peu de temps avant son voyage fatal. En tant que chef du Fighter Command, il a perdu 449 pilotes pendant la bataille d'Angleterre en 1940 et son expérience de réconfort des personnes endeuillées l'a amené plus tard à accepter la réalité de la survie de la mort et de la communication des esprits par les médiums. En 1950, 20 ans après la catastrophe, Goldney demande à Dodging de comparer le scénario de Price Garrett avec les commentaires de Charlton et d'évaluer leur valeur. Dodging n'était d'accord avec Charlton que sur 8 points sur 53. Dans une déclaration signée pour le SPR, Dodging a écrit « Ce n'est pas une communication que je choisirai pour convaincre un sceptique. D'un autre côté, c'est une évidence en ce sens qu'elle est tout à fait en accord avec l'idée d'une personne qui s'était évanouie sous l'effet d'un stress extrême et peut-être d'une agonie physique, essayant désespérément de faire passer une communication qu'elle croyait importante et utile à ses camarades. » Le maréchal de l'air Sir Victor Goddard, ancien commandant de la Royal New Zealand Air Force et chef administratif des forces aériennes britanniques en Birmanie et en Malaisie, un sacré pédigré, s'intéressait également avec sympathie au script du R-101, notamment parce qu'Irvine avait été un ami personnel et que Goddard lui-même aurait pu être choisi à la place d'Irvine pour piloter le navire. Goddard a contacté Garrett, auteur d'un livre sur le cas, qui l'autorisa à examiner les scripts de Villers. Il a trouvé de nombreuses erreurs techniques, mais aussi de nombreuses déclarations exactes. Interrogé par Fuller, Goddard a déclaré que les preuves étaient suffisamment nombreuses pour être convaincantes. Il a également déclaré que le chef de l'enquête officielle avait été plus profondément impressionné par les transcriptions de Villers qu'il n'avait été prêt à l'admettre. Ça, c'est de la fanfaronnade. Le crash du R-101 est probablement l'un des cas les plus spectaculaires de la carrière d'Alan Garrett, mais n'est pas le seul à mettre en relief. Et nous avons encore d'autres histoires à vous raconter. Tu veux pas reprendre la dernière phrase parce que tu as oublié 2-3 mots? Ah bon? Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, tu as bien mettre quoi en relief? Ah merde! C'est vrai! J'ai oublié. J'ai mangé la phrase. Moi, je vais la refaire. Vas-y, respire un coup parce que Pardon, ça me fait rire. je sens qu'il a été stressé par sa phrase en anglais. En anglais, ça m'a Tous démonté. ces noms en anglais. Mais là. tous ces noms en Ouais. anglais, mais tu sais ce qu'on va faire la prochaine fois, Léo? On fera des choses en France. On fera un épisode en France. On essaiera. Ben là, ça se passe en France. Oui, hein. non, mais bon, il y a beaucoup de mots Oui, anglais c'est quand vrai, même. c'est hein, vrai, c'est vrai. Le crash du R-101 est probablement l'un des cas les plus spectaculaires de la carrière d'Alan Garrett, mais il n'est pas le seul à mettre en relief de son travail, et nous avons encore d'autres histoires à vous raconter. Mais avant de partir sur d'autres histoires, il faut qu'on débriefe quand même, parce que là, ce qui se passe... Donc, tous ces professionnels de l'aviation, ils ont été interviewés par plusieurs personnes, par l'auteur Fuller qui a écrit tout un livre sur le crash, et dans lequel il évoque longuement la participation d'Alan Garrett, des séances de médiumnité, etc. Il y a eu d'autres auteurs qui ont écrit des articles par la suite, qui sont aussi rentrés en contact avec des pilotes, avec quelques-uns des survivants, avec des professionnels d'aviation qui étaient soit amis avec Irvine ou qui faisaient partie du ministère de l'Air, etc. Et ce qui ressort, c'est que certains diront, oui, mais tous les éléments ne sont pas corrects. D'accord. Mais s'il y a 70% d'éléments corrects, ça me paraît suffisant pour qu'on en vienne à se dire, eh ben, d'où est-ce qu'elle sort ces informations? Comment elle sait tout ça? Et on ne parle pas que d'éléments techniques, on parle aussi d'éléments de caractère sur les personnes qui seraient entrées en communication, qui ont été reconnues par les gens qui les connaissaient. Il y a tout ça qui est particulièrement fascinant et qui fait qu'on ne peut que se poser la question, est-ce que ça n'est pas vrai au final? 70%, c'est quand même un pourcentage assez élevé. Pour les 32%, on peut peut-être qu'elle n'a pas tout traduit exactement ce qu'elle recevait comme explication, mais c'est vrai que 70%, c'est quand même très élevé. Et moi, qui suis sceptique, je dois avouer, je suis très troublé par cette personne. Tous ces détails très techniques, si on ne va pas chercher sur le dictionnaire, on ne comprend pas ce que c'est, faut avouer. Donc moi, je suis quasiment convaincu de ses pouvoirs médiumniques à cette personne. Ouais, moi je suis vraiment
très étonnée. C'est vrai que je me dis 30% finalement, déjà elle reçoit 70%, c'est ça qu'il faut voir en fait, c'est que c'est énorme et que si on n'avait pas eu toutes ces informations aussi, finalement, cette étude de crash, elle n'aurait pas été la même. Oui, c'est vraiment très étonnant. Et puis, Et avec des tant de données détails, oui, tant de qui sont détails. confirmés techniques. par l'enquête Oui, c'est ça, officielle. c'est ça. Oui. Parce Et qu'au-delà par le journal intime. au-delà des témoignages des uns et des autres qui peuvent avoir un avis biaisé parce que ils ont envie d'y croire et ils ont envie de se dire il y a une vie après la mort, Irvine peut entrer en communication avec nous, l'enquête officielle met en relief tout un tas d'éléments qu'Hélène Garrett, lors de ses séances de transe, a pu déclarer. Et que ce soit avant le crash ou après. En plus. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que tout ne vient pas de séances qui ont eu lieu après, il y a aussi tout ce qu'elle a vu avant. Et en plus, avant, elle a quand même essayé de prévenir le crash en téléphonant et en expliquant vraiment ce qui allait se passer. Donc, on peut quand même lui accorder du crédit. Et moi, je lui accorde en tout cas mon crédit à cette dame. Surtout que c'était pas un coup de pub. Elle n'a pas appelé les journaux en disant oui, moi, Hélène Garrett, je prédis le crash du R101 à tel endroit. Non, elle a fait la démarche de rentrer en contact avec les autorités officielles pour les prévenir. Oui, c'est ça, elle était vraiment dans une démarche finalement d'aide. Oui, oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu mets tout bout c'est à bout. inintéressé. Tu mets tout bout à bout. Tous les tests auxquels c'est soumise. Le cas du R101, pour moi, on a déjà suffisamment d'éléments pour, à minima, se poser la question de si c'est vrai ou pas. Mais en plus, on a 2 autres dossiers à vous présenter et on n'en a pas fini, chers spectateurs. Merci de vous être attablés avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le dessert.